Un mois, 30 jours exactement se sont écoulés depuis l'annonce officielle de la disparition de Brigitte Bardot. Et pourtant, la France ne semble toujours pas avoir repris son souffle. Les premières heures avaient été celles de l'émotion brute. Les chaînes d'information en continu avaient interrompu leur programme. Les radios avaient ressorti les archives. Les journaux du lendemain, unanimes, parlaient d'une page qui se tourne, d'une époque qui s'éteint. Bardot n'était pas seulement une actrice. Elle était un mythe, une fracture culturelle, une femme qui avait dérangé autant qu'elle avait fasciné. Mais un mois plus tard, le silence qui a suivi les hommages n'a rien de paisible. Il est lourd, épais, chargé d'arrière-pensée, une mort sans spectacle mais sous surveillance. La disparition de Bardot n'a pas donné lieu à un grand cérémonial national. Fidèle à elle-même, loin des mondanités qu'elle avait fuies depuis des décennies, elle avait expressément refusé toute récupération publique. Pas d'hommage officiel aux invalides, pas de cortège télévisé, pas de discours politique, seulement une note laconique transmise par son entourage, confirmant le décès dans la plus stricte intimité. Et pourtant, jamais une intimité n'a été aussi observée. À Saint-Tropez, sa maison de la Madrague, longtemps sanctuarisée, est devenue en quelques heures un point de convergence médiatique. Photographes à distance, drones interdits, forces de l'ordre discrètement renforcées. Derrière les volets clos, quelque chose se préparait déjà, et ce n'était pas seulement le deuil, la fin d'un symbole, le début des questions, car la mort de Bardot ne posait pas seulement la question de la mémoire, elle posait celle de la propriété. À qui appartient une icône quand elle disparaît? À sa famille biologique? À ses héritiers désignés? À la fondation qu'elle avait créée et défendue avec une ferveur quasi obsessionnelle? Ou à la nation qui l'avait portée, puis rejetée, puis réhabilitée? Très vite, dans les rédactions, une même interrogation revenait, chuchotée avant d'être formulée à voix haute. Qu'avait-elle réellement laissé derrière elle? Une fortune plus complexe qu'il n'y paraît. Contrairement à l'image d'une recluse désintéressée du monde matériel, Brigitte Bardot n'était pas pauvre, loin de là. Certes, elle avait cessé toute activité cinématographique depuis des décennies. Mais son nom, son image, ses films, ses droits dérivés continuaient de générer des revenus considérables. Rediffusions, ventes internationales, éditions restaurées, contrats d'archives, sans parler de la valeur immobilière de ses propriétés. À cela s'ajoutaient des donations, des legs antérieurs, des partenariats anciens, parfois obscurs, conclus à une époque où le cadre juridique était bien moins strict qu'aujourd'hui. En clair, l'héritage Bardot n'était pas un coffre-fort, c'était un labyrinthe. Le rôle central et explosif de la fondation depuis des années, Bardot répétait la même chose à qui voulait l'entendre, tout ira aux animaux. La fondation Brigitte Bardot, créée pour la protection animale, était devenue le prolongement moral de sa vie. Pour beaucoup, il ne faisait aucun doute que cette structure hériterait de l'essentiel de ses biens. Mais dans le monde du droit, les certitudes publiques ne valent rien face aux documents privés. Un testament peut être modifié, une clause peut être contestée, un héritier peut surgir, et surtout, une fondation n'est pas une entité neutre. Elle est gérée par des hommes, des femmes, des conseils d'administration, des intérêts parfois divergents. Un mois après la mort de Bardot, une question commence à circuler avec insistance dans les couloirs judiciaires. Le testament est-il aussi clair qu'on le prétend? Des proches soudainement silencieux. Autre élément troublant, le mutisme inhabituel de certaines figures de son entourage. Des personnes qui, de son vivant, parlèrent volontiers aux médias, des amis de longue date, des collaborateurs historiques. Tous, soudain, se retranchent derrière des pas de commentaires. Ce silence n'est pas celui du respect, c'est celui de la prudence. Car dans les jours qui suivent le décès, plusieurs sources confient, sous couvert d'anonymat, que des réunions discrètes ont lieu. Des avocats se déplacent, des documents sont examinés, des versions s'opposent, rien d'illégal pour l'instant, mais rien de serein non plus. La mémoire comme champ de bataille. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle la figure de Bardot cesse d'être seulement une femme pour devenir un enjeu. Dans les médias, deux récits commencent à s'affronter. D'un côté, la Bardot sanctifiée, la militante animale, la femme libre, l'ermite fidèle à ses convictions. De l'autre, une Bardot plus humaine, plus contradictoire, entêtée, méfiante, parfois manipulée, parfois manipulatrice. Ce glissement narratif n'est jamais innocent. Il prépare l'opinion. Au fond, le scandale qui commence à poindre n'est pas seulement financier. Il est symbolique. Qui aura le droit de parler au nom de Bardot? Qui décidera de ce qu'elle aurait voulu? Qui bénéficiera de son image, de son combat, de sa colère? Un mois après sa mort, la France découvre que l'icône qu'elle croyait figée continue de provoquer des tensions. Et peut-être est-ce là, finalement, la dernière provocation de Brigitte Bardot, refuser, même dans la mort, de se laisser enfermer dans une version confortable de son histoire. Le silence qui entoure son héritage n'est pas un apaisement, c'est une respiration avant la tempête. Pendant les premières semaines qui ont suivi la disparition de Brigitte Bardot, un mot revenait sans cesse dans les conversations feutrées des juristes, des notaires et des proches, patience.
Patience, disait-on, parce qu'un héritage de cette ampleur ne se règle jamais dans la précipitation. Patience, expliquait-on, parce que la volonté de la disparue devait être respectée dans toute sa complexité. Patience, enfin, parce que les documents existaient, quelque part. Mais au fil des jours, cette patience a commencé à ressembler à une attente nerveuse, puis à un malaise, et enfin à une inquiétude réelle, car un fait, aussi simple que déstabilisant, s'est imposé. Le testament de Brigitte Bardot ne circulait pas. Un document attendu, mais invisible. Dans toute succession médiatisée, il existe un moment clé, celui où le testament est officiellement ouvert, enregistré, puis communiqué, au moins dans ses grandes lignes. Ce moment, attendu par la presse comme par les héritiers potentiels, marque le début de la transparence. Or, 1 mois après la mort de Bardot, ce moment n'était toujours pas arrivé. Ni communiqué du notaire, ni déclaration de la fondation, ni confirmation formelle sur la répartition des biens. Officiellement, on parlait de procédures en cours. Officieusement, plusieurs sources judiciaires confiaient que le dossier était plus fragile qu'annoncé. Une femme méfiante jusqu'au bout. Pour comprendre cette opacité, il faut revenir à la personnalité même de Bardot. Une femme profondément méfiante envers les institutions, y compris juridiques. Une femme qui, au fil des années, avait changé plusieurs fois d'avocat, de conseiller, parfois même de notaire. Selon plusieurs témoignages concordants, elle aurait rédigé plusieurs versions de son testament au cours de sa vie. Certaines très anciennes, d'autres plus récentes, certaines extrêmement détaillées, d'autres presque lapidaires. Cette multiplicité pose un problème majeur, laquelle reflète sa dernière volonté valide. Dans le droit français, un testament postérieur annule les précédents à condition qu'il soit conforme, signé, daté et juridiquement incontestable. Or, c'est précisément là que le doute s'installe. Des clauses qui dérangent ce que l'on sait, ou plutôt ce que l'on murmure, suffit à expliquer la tension actuelle. Selon plusieurs indiscrétions recoupées, certaines clauses du testament le plus récent seraient moins radicales que les déclarations publiques de Bardot ne le laissaient entendre, moins exclusivement tournées vers la fondation, moins définitives dans l'exclusion de certains proches. Autrement dit, la Bardot intime n'était peut-être pas tout à fait la Bardot médiatique. Cette hypothèse, explosive, remet en cause des années de certitude. Elle ouvre surtout la porte à des contestations. La Fondation face à une tempête juridique, la Fondation Brigitte Bardot, longtemps perçue comme l'héritière naturelle et incontestable, se retrouve soudain dans une position délicate. Non pas parce qu'elle aurait agi illégalement, mais parce qu'elle incarne désormais un pouvoir. Et tout pouvoir attire les soupçons. Qui, au sein de la Fondation, a eu accès aux derniers documents ? Qui a accompagné Bardot dans ses dernières décisions? Qui peut affirmer, preuves à l'appui, que sa volonté n'a subi aucune influence? Ces questions, encore marginales il y a quelques semaines, commencent à s'imposer dans les cercles juridiques, et avec elles, une réalité inconfortable. La Fondation pourrait devenir partie prenante d'un conflit, et non plus seulement son bénéficiaire. Autre surprise, l'apparition de figures que l'on pensait définitivement écartées, des membres éloignés de la famille, des bénéficiaires indirects, des personnes mentionnées dans d'anciens documents mais absentes des discours récents. Leur stratégie est prudente, presque invisible. Pas de déclarations tapageuses, pas de plateau télé, seulement des démarches juridiques discrètes mais fermes. Ils ne réclament pas l'icône, ils réclament le droit. Un silence qui en dit long. Ce qui frappe dans cette affaire, ce n'est pas encore le conflit ouvert. C'est son absence apparente, aucun procès public, aucune assignation médiatisée, aucune guerre frontale, mais les signaux faibles sont là. Les avocats ne se parlent plus directement. Les échanges passent par écrit. Chaque mot est pesé, chaque document est vérifié puis revérifié. Dans ce calme trompeur, une certitude s'impose, quelqu'un, quelque part, se prépare à contester. Le testament comme révélateur, plus que jamais, le testament de Brigitte Bardot cesse d'être un simple document juridique. Il devient un révélateur. Révélateur des tensions entre morale et droit. Révélateur des fractures entre l'image publique et la réalité privée. Révélateur enfin d'un héritage qui ne se résume pas à des chiffres, mais à une bataille de récits. Car derrière chaque clause, chaque signature, se cache une question plus profonde. Qui a le droit d'interpréter la volonté d'une icône? 1 mois après sa mort, Bardot continue de diviser. Et à mesure que le silence autour de son testament se prolonge, une chose devient évidente. L'affaire ne se réglera pas sans heurts. Le testament n'est pas encore introuvable. Il est dangereusement attendu. Il y a toujours un moment, dans les grandes successions, où le secret ne tient plus. Un document mal rangé, un échange trop franc, un intermédiaire qui parle plus qu'il ne devrait. Dans le dossier de Brigitte Bardot, ce moment est arrivé plus vite que prévu. Quand l'argent cesse d'être abstrait, jusqu'alors, l'héritage Bardot restait une notion vague, presque théorique. Une grande fortune, disait-on, sans chiffre précis. Une richesse diffuse, mêlant biens immobiliers, droits d'auteur, revenus différés, parts de sociétés anciennes et flux liés à l'exploitation de l'image.
Mais à partir de la 6e semaine après le décès, les estimations commencent à circuler. Pas officiellement, pas sur papier à en-tête, mais dans des notes internes, des échanges entre avocats, des conversations saisies au vol, les montants évoqués sont considérables, et surtout beaucoup plus fragmentés que ne le laissait penser le discours public. La fortune Bardot n'est pas un bloc, c'est une constellation, des biens, mais aussi des dettes morales. On découvre alors une réalité moins confortable. Si Bardot possédait beaucoup, elle avait aussi engagé énormément. Des promesses de dons, des engagements verbaux, des accords tacites conclus sur la base de la confiance. Or, le droit ne reconnaît pas la mémoire affective. Il reconnaît les signatures. Certaines associations animales, persuadées d'être bénéficiaires indirects, comprennent soudain qu'aucun document ne garantit ce qu'on leur avait laissé espérer. D'autres, à l'inverse, réalisent que des clauses floues pourraient jouer en leur faveur. L'argent devient alors un facteur de tension, non pas par cupidité, mais par désillusion, les hommes et les femmes de l'ombre. C'est aussi à ce moment-là que les projecteurs commencent à se tourner vers ceux qui, jusque-là, restaient invisibles. Les gestionnaires, les conseillers historiques, les exécutants discrets de la volonté de Bardot. Certains ont travaillé pour elle pendant des décennies. D'autres sont apparus plus tard, dans ces dernières années, quand la solitude se faisait plus lourde et la méfiance plus grande. Tous affirment la même chose, ils ont agi dans son intérêt. Mais leurs versions divergent, sur les dates, sur les intentions, sur les décisions finales et surtout sur qui savait quoi et quand. Une loyauté mise à l'épreuve. Dans les grandes figures publiques, la loyauté est souvent une construction fragile. Elle repose moins sur l'amitié que sur la durée, moins sur l'affection que sur la fonction. Or, la disparition de Bardot fait voler en éclats ses équilibres. Certains proches, jusque-là irréprochables, commencent à se désolidariser les uns des autres. Les conversations changent de ton, les phrases deviennent juridiques, les souvenirs se transforment en arguments. Ce qui, hier encore, relevait de l'intime devient une pièce potentielle à conviction. C'est dans ce climat que survient l'événement que redoutaient les juristes. La première fuite documentée. Un extrait, une clause partielle. Rien de suffisamment complet pour constituer une preuve définitive, mais assez précis pour remettre en cause le récit dominant. Le document, transmis à une rédaction parisienne reconnue pour sa prudence, évoque une répartition plus nuancée que prévu. Il mentionne explicitement des bénéficiaires secondaires. Il suggère une volonté d'équilibre, voire de compromis. Aussitôt, la machine médiatique s'emballe. Pas frontalement, pas encore, mais les titres changent. Les conditionnels se multiplient. Les experts sont invités à commenter l'hypothèse d'un héritage disputé. Le mot scandale n'est pas encore prononcé, mais il se profile. Quand la presse devient acteur, à partir de ce moment, les médias cessent d'être de simples observateurs. Ils deviennent des acteurs indirects du conflit. Chaque publication influence les stratégies juridiques. Chaque révélation modifie les rapports de force. Chaque silence devient suspect. Les proches de Bardot dénoncent des interprétations abusives. La fondation appelle au calme, invoquant le respect de la défunte. Les héritiers potentiels se taisent, mais accélèrent leur démarche, le cercle est enclenché. Une image qui se fissure. Ce qui se joue désormais dépasse largement la question financière. C'est l'image même de Bardot qui commence à se fragmenter. Était-elle une femme entièrement tournée vers une seule cause, prête à tout sacrifier pour elle, ou une personnalité plus complexe, consciente de ses responsabilités multiples, y compris humaines? Chaque camp tente de s'approprier une version d'elle. Chaque version exclut l'autre. L'argent comme révélateur ultime. Dans ce troisième acte, une vérité s'impose. L'argent n'est jamais neutre. Il révèle ce que les discours masquent. Il met à l'épreuve les fidélités. Il transforme les silences en stratégie. Brigitte Bardot, même absente, continue d'imposer sa loi, en laissant derrière elle non pas un héritage paisible, mais un terrain miné où chacun avance avec précaution. Les premières fuites ne sont qu'un début. Et désormais, une chose est certaine. Le conflit ne restera plus longtemps souterrain. Il existe dans toute affaire sensible un point de bascule précis. Un moment où le dossier cesse d'être une succession complexe pour devenir un affrontement public. Dans l'héritage de Brigitte Bardot, ce point de bascule survient lorsque la justice sort enfin du silence. L'entrée officielle du judiciaire. Jusqu'ici, tout se jouait en marge. Consultation d'avocats, analyse notariale, stratégie de communication discrète. Mais au début du 2e mois après la mort de Bardot, une information tombe, confirmée par plusieurs sources concordantes. Une procédure préliminaire est ouverte. Rien de spectaculaire. Pas d'inculpation, pas de mise en cause directe, mais un signal clair, l'État observe. Cette procédure vise à sécuriser les documents, à vérifier la chronologie des testaments, à s'assurer que les dernières volontés exprimées l'ont été librement, sans pression ni altération. Autrement dit, le doute est désormais institutionnalisé. Quand la justice impose le temps long, la première conséquence est immédiate, tout s'arrête. Les avoirs sont gelés,
les décisions reportées, les annonces suspendues. Pour les héritiers potentiels, c'est une frustration. Pour la fondation, une épreuve. Pour les médias, une opportunité. Car le temps judiciaire, lent et opaque, laisse un vide. Et ce vide, la presse s'empresse de le remplir. La presse se divise. Très vite, deux approches médiatiques s'opposent. D'un côté, une presse dite patrimoniale, prudente, analytique, qui parle de droit, de précédents, de jurisprudence. Elle contextualise, relativise, temporise. De l'autre, une presse plus émotionnelle qui met en avant les tensions, les non-dits, les trahisons supposées. Elle personnalise le conflit. Elle cherche des visages, des responsables, des coupables. Entre les deux, une frontière floue. Et une certitude, Bardot fait vendre. La bataille de l'opinion publique. À mesure que les articles se multiplient, l'opinion se polarise. Sur les réseaux sociaux, les débats deviennent passionnels. Certains défendent une Bardot absolue, entièrement dévouée à la cause animale, trahie après sa mort par des intérêts humains. D'autres rappellent une femme complexe, parfois contradictoire, dont la volonté ne peut être résumée à des slogans. La question de l'héritage devient idéologique. Ce n'est plus seulement qui hérite, c'est que représente Bardot aujourd'hui. La fondation sous pression. Jamais la fondation Brigitte Bardot n'avait été aussi exposée. Chaque communiqué est scruté, chaque mot est analysé, chaque silence est interprété. Ses dirigeants affirment respecter scrupuleusement la volonté de la fondatrice. Mais leur posture, désormais institutionnelle, les place dans une situation paradoxale, défendre Bardot sans pouvoir parler en son nom. La fondation devient, malgré elle, un symbole. Pour certains, celui de la fidélité. Pour d'autres, celui d'un pouvoir devenu trop central. Les proches Ayoul sortent de l'ombre. Sous la pression médiatique, certaines figures jusque-là silencieuses commencent à parler, avec retenue, avec prudence. Mais elles parlent. Des témoignages apparaissent, des souvenirs sont livrés. Des anecdotes prennent une dimension nouvelle. Chaque parole devient un élément du récit collectif. Chaque récit contredit un autre. La vérité se fragmente. Quand la justice rencontre la narration, dans ce climat, la justice avance à contretemps. Elle refuse les conclusions hâtives. Elle exige des preuves, pas des impressions. Mais elle ne peut ignorer le contexte. Les magistrats savent qu'ils travaillent sous regard public. Chaque décision, chaque délai sera commenté, critiqué, interprété. La justice devient, elle aussi, un personnage du récit. Une icône transformée en enjeu, Brigitte Bardot n'est plus seulement une figure du passé. Elle est devenue un enjeu contemporain, un enjeu juridique, un enjeu médiatique, un enjeu moral. Son héritage n'oppose plus seulement des individus. Il oppose des visions du monde. La guerre des récits est déclarée à ce stade, une chose est acquise. Aucune issue ne satisfera tout le monde. Quelle que soit la décision finale, elle sera contestée, interprétée, réécrite. Car l'héritage de Bardot dépasse le droit, il touche à la mémoire collective. Et la mémoire, comme chacun sait, n'obéit à aucune juridiction. La guerre des récits est désormais ouverte, et elle ne fait que commencer. Lorsque les dossiers se ferment, lorsque les caméras se détournent et que les procédures suivent leur cours lent et méthodique, il reste toujours une question que le droit ne tranche jamais complètement. Qu'est-ce qui demeure une fois l'affaire terminée? Dans le cas de Brigitte Bardot, cette question est centrale. Car si la justice finira par statuer sur les biens, les clauses et les bénéficiaires, elle ne pourra jamais décider de ce que Bardot représente, ni de ce qu'elle lègue au-delà des chiffres. Quand le verdict ne suffit pas, quel que soit le dénouement judiciaire, il sera présenté comme une fin, un acte final, une conclusion. Mais ce serait une illusion, car l'héritage Bardot n'est pas une équation juridique. C'est un faisceau de tensions, d'attentes et de projections collectives. La décision des tribunaux dira qui reçoit quoi. Elle ne dira jamais qui avait raison. Et surtout, elle ne refermera pas la blessure symbolique ouverte par cette succession conflictuelle. Une femme plus grande que son testament, l'erreur serait de croire que Bardot peut être contenu dans un document notarié. Toute sa vie, elle a refusé les cadres, ceux du cinéma, ceux de la bienséance, ceux de la parole contrôlée. Pourquoi aurait-elle accepté, dans la mort, une lecture unique et confortable de sa volonté? Son héritage reflète cette contradiction. Il est à la fois clair et ambigu, radical et nuancé, public et profondément intime. Ce paradoxe n'est pas une faiblesse, c'est sa signature. L'argent comme prétexte, la mémoire comme enjeu. À mesure que les mois passent, il devient évident que l'argent n'était qu'un déclencheur. Le véritable enjeu, lui, est mémoriel. Qui racontera Bardot demain? Sous quel angle? Avec quel silence? La fondation, les proches, les héritiers, les médias, tous revendiquent une part de légitimité. Tous affirment agir au nom de la fidélité. Mais la fidélité à une icône est toujours subjective, et parfois conflictuelle. Le legs moral, une cause, mais à quel prix? La cause animale, indissociable de Bardot, reste au cœur du débat. Pour beaucoup, elle justifie tout. Pour d'autres, elle ne peut pas effacer les zones grises, les relations humaines complexes, les engagements contradictoires.
L'héritage réel de Bardot pose alors une question dérangeante. Une vie militante peut-elle absorber toute une existence? Ou formulée autrement, peut-on réduire une femme à sa cause, même si elle l'a elle-même revendiquée? Une icône qui résiste à la clôture. Ce qui frappe, au terme de cette enquête, c'est l'impossibilité de clore le récit. Chaque tentative de synthèse échoue, chaque résumé paraît insuffisant. Bardot échappe encore. Elle échappe aux héritiers, elle échappe aux institutions, elle échappe même à ceux qui la défendent avec sincérité. Et c'est peut-être là son ultime geste de liberté. Ce que la France hérite vraiment. La France n'hérite pas seulement d'une fortune disputée. Elle hérite d'un malaise. Le malaise d'avoir adoré, rejeté, puis sanctifié une femme sans jamais la comprendre entièrement. Le malaise de vouloir aujourd'hui la figer alors qu'elle a toujours refusé l'immobilité. Son héritage réel est là, dans cette incapacité collective à trancher, à simplifier, à refermer. Un jour, les chiffres seront arrêtés, les biens répartis, les communiqués publiés. Mais l'affaire Bardot, elle, ne s'éteindra pas. Parce qu'elle touche à ce que la société fait de ses icônes. Parce qu'elle révèle la violence symbolique de l'après. Parce qu'elle nous rappelle qu'une légende ne se transmet jamais sans heurts. Un mois après sa mort, Brigitte Bardot continue de diviser, de déranger, de provoquer. Et peut-être est-ce là, au fond, son héritage le plus fidèle.